Bon, pas forcément grand-chose. Partie 4, hein, présentation. Alors, quelques événements extrêmes de Lille. À Lille. Alors, la braderie, c'est vraiment extrême. Il y a une émission d'aérosol avec toutes ces grillades. C'est impressionnant. Alors, il y en a deux que je vais vous relater. Il y a l'événement d'août 2017, donc c'était l'année dernière. L'année dernière, c'est une année... Cette année aussi, il s'est passé des trucs, vraiment, mais un peu partout. En août, bon, disons que c'était fin août, mais il y en a eu, ça a commencé en juillet, cette histoire-là. On a de la poussière, j'avais fait un petit communiqué de presse pour le CNRS et l'université. On a détecté de la poussière partout, à tous les étages. La surface, dans la troposphère et dans la stratosphère. On a eu l'opportunité de détecter. Alors, on va pas prendre que le Calitou ou que le photomètre. Il faut aller un petit peu plus loin. La station Aéronet qui est à Lille, qui a 20 ans de mesure. Voilà, ici c'est juste le mois d'août. Donc on voit les épaisseurs optiques. Ici, le temps, c'est des journées du mois d'août. Les différentes couleurs, c'est les différentes longueurs d'onde qui sont rappelées ici, les épaisseurs optiques moyennes correspondantes. Donc le trait rouge, c'est la moyenne climatologique à Lille, sur cette grandeur, et je ne sais plus trop quelle longueur d'onde. On est à peu près là, 0,20, 0 quelque chose. Voilà, donc on était tranquille, hein, tout se passait à peu près comme d'habitude. Et puis, on a eu un pic. Alors, il y avait déjà des petits signes annonciateurs, des valeurs un peu au-dessus, comme il en arrive parfois. On a eu vraiment une augmentation importante. On est monté à peu près à 1, 1,5. C'est pas si fréquent à Lille de monter une épaisseur optique de 1. On n'est pas en train de viser un cirrus, hein, on fait attention. Hein. On n'a vraiment qu'un aérosol. Et que s'est-il passé ? Alors, on a d'autres instruments qu'on appelle des lidars, j'ai déjà évoqué ça, qui fonctionnent à Lille. Et on les a fait marcher plus ou moins en continu, on fait attention. Même si c'est plus compliqué pendant les vacances, parce qu'il y a des gens en vacances, puis ils ne sont pas tous automatiques. Et là, vous voyez donc l'altitude en kilomètres. Le temps, donc 8h, 18h. Il y a une autre échelle qui est l'épaisseur optique dans le deuxième canot de Calitou, pas loin, qui est indiquée ici. Vous voyez qu'elle augmente. Alors on voit dans la troposphère jusqu'à 6 ou 7 km. L'échelle de couleur, pardon, j'ai oublié de vous l'indiquer. L'échelle de couleur, c'est en gros, plus c'est rouge, plus les aérosols sont concentrés. Donc la couche limite, la couche d'atmosphère en contact avec la surface, bien ok. Il y avait de la pollution, il y avait quelque chose. Mais jusqu'à 8 ou 7 km, il y avait quelque chose. Ça, c'est pas habituel. La hauteur de la couche limite à Lille, c'est 1,5 km, voire 2 l'été, quand il fait très chaud, quand elle se développe beaucoup. Parfois, il y a du transport désertique, du transport d'autres, qui est à 3-4 km, parfois 5, mais jusqu'à 7 km. Et alors là, 18 km, c'est jamais vu. C'est jamais vu parce que, bon, d'abord, quand ça se produit, il faut pouvoir le voir. Donc il faut avoir l'équipement qui marche au bon endroit, au bon moment. Or, il se trouve qu'à Lille, et à d'autres stations de France, maintenant, on s'équipe avec ce genre d'équipement et on peut, sous réserve qu'on les fasse marcher longtemps, voir que parfois on a des événements assez intenses dans la stratosphère. Alors, la troposphère à Lille, elle s'arrête à 11 km. Donc la hauteur de la troposphère, cette couche où toute la météo se déroule, elle est ici à Lille, elle est à 11 km. Donc elle était remplie, hein, bien remplie. Et puis la stratosphère, la basse stratosphère, c'est quand même la stratosphère, ça va jusqu'à 40 km, est également remplie. Donc vous voyez qu'au début, on a eu la chance, en plus, 2 jours, d'avoir des mesures du photomètre avant que la couche ne soit présente. Donc on a finalement quelque chose qui représente cette couche qui est ici. Puis après, on voit cette couche qui arrive. Elle n'est pas fabriquée au-dessus de là. C'est un laser qui tire vers le haut et puis il mesure ce qui passe. Donc la stratosphère contenait une couche qui se déplaçait et qui venait tout doucement passer au-dessus de l'île, aller plus loin. Son épaisseur a augmenté au cours du temps jusqu'à atteindre une valeur max géométrique de peut-être 1 km ou 2, avec des particules. C'est pas un nuage. Hein. Les nuages, c'est dans la troposphère et c'est au maximum à 11 km. Celui-là, c'est pas un nuage, c'est vraiment des particules. Donc on a vu ça, enfin on n'était pas les seuls, hein, je ne vais pas dire que c'est une découverte lilloise, mais c'est un événement extrême observé chez nous, observé en Allemagne, observé
là où il y avait ce genre d'équipement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, je l'ai pas dit. Je l'ai écrit quand même. Des fois, j'oublie et puis les gens lisent. Donc, malheureusement, au Canada, c'est devenu récurrent. Pendant l'été, il y a des feux, des incendies de forêt qui se mettent en place, enfin, qui se développent et qui rejettent dans l'atmosphère tout ce qu'un feu de forêt rejette. Et là, il a pris une ampleur énorme. Énorme. Et cette chaleur qui vient du sol, elle crée en fait des mouvements de convection. Et là, donc de la pyroconvection, ça crée des montées d'air qui vont ici aller transpercer la troposphose, la limite, et qui rentrent de la fumée en fait, qui rentrent de la fumée dans la stratosphère également. Ça se produit au Canada, ça s'étale au-dessus des USA, ça traverse l'Atlantique, et puis ça vient jusque chez nous, et ça va même encore plus loin. J'ai des collègues qui l'ont vu en Roumanie. Après c'est moins évident d'avoir des infos, mais oui. La barre verticale qu'on voit, c'est un artefact dans l'image. Oui, c'est un. C'est l'ascenseur spatial. C'est un bug. Et la partie qui est à droite aussi, la petite partie qui est dans. Ici? Non, la stratosphère, à droite. Là. À droite de ton. Non, les nuages. Là? Ça? Ça, c'est à la limite. Ça, ce sont. Ça, c'est à la limite. Hein. Je pense que c'est peut-être quelques cirrus qui sont tout en haut. Hein. Parce que là, on n'a pas. On voit des. Là, c'est ces petits nuages, tout ça. Hein. Donc là, ces feux, on voyait très haut cette fumée qui s'est propagée. Ce que font d'habitude les volcans. C'est les volcans qui ont assez d'énergie pour émettre. Donc là, c'est quelque chose. On l'a vu pendant un mois. Pendant août, juillet, août, pas tous les jours. Donc là, il faut que les conditions météo soient bonnes pour que le faisceau du laser puisse traverser et voir et sonder tout ce qui se passe au-dessus. Donc c'était favorable pendant l'été, même à Lille. Comment on peut savoir, en envoyant le laser verticalement, Oui. à quelle hauteur, à quelle altitude on a tel phénomène? Parce qu'il y a des réflexions. Alors, il y a des réflexions à tout. Tu mesures, tu connais la vitesse de la lumière et puis tu connais la. Oui. On collecte toutes les diffusions ou réflexions si tu veux, et tu connais le. Tu as des pas de temps. Tu émets un pulse et tu. C'est lidar au sol. Ouais, oui. Oui. J'ai pas. Je devrais aussi mettre Calypso, mais il y a effectivement. Oui, je manque un peu de diplomatie, j'aurais dû mettre. C'est vrai, non mais. J'ai fait vite. Alors le deuxième événement, donc ça c'était jamais vu, ça a duré un mois en continu avec des fluctuations d'intensité. Mais j'ai oublié, l'épaisseur optique de la couche qui est là-haut. Peut-être que vous l'avez calculé parce qu'on peut le faire de tête pratiquement. Ici c'est avant, 0,2. Là c'est au maximum de la couche. On monte à 0,4. Alors si vous faites l'hypothèse, vous avez le droit après, juste pas, que ce qui en dessous n'a pas changé, trop, vous faites la différence. Cette épaisseur optique, elle est de l'ordre de 0,2. Alors ça c'est ce qu'on ferait avec un photomètre, avec Callitou d'ailleurs. Je pense que j'étais en vacances ce jour-là, et j'ai pas fait de mesure, mais avec Callitou. Mais le photomètre l'a fait. Hein. Et là il l'aurait fait sans problème. Hein. C'est des niveaux sans problème pour Callitou. Et donc l'épaisseur optique de 0,2 dans la stratosphère, c'est très très rare. Et il y a des moments où il y a eu plus, beaucoup plus. C'est ça qui est extraordinaire. Alors ça a un effet, comme tout à l'heure, l'effet parasol. L'effet parasol, les éruptions volcaniques, etc., qui réduisent le flux. Donc vous avez une épaisseur optique de 0,2 ou 0,3, ça réduit le flux solaire, un peu. Hein. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne refroidit pas quand même. Le deuxième que je voulais vous présenter, lui, il a battu tous les records, je pense, de France probablement, et d'Europe, en l'occurrence de l'Ouest, puisque
on a eu la conjonction de deux phénomènes qui ne sont pas, je pense, complètement indépendants des évolutions climatiques. Hein. Il y en a un qui est lié à une tempête, Ophélia, peut-être vous vous en souvenez. Ophélia. Donc l'augmentation du nombre de tempêtes est un indicateur de l'évolution de la température. Voilà, ici vous avez encore le soleil, puisqu'on fait de photogrammétrie solaire. Celle-là n'est pas très intéressante, celle-là. C'est celle que j'ai réussi à prendre. On ne voyait pas trop le disque solaire, on le voyait quand même. Hein. Calitou, c'était limite. Hein. Pour lui, c'était presque pas possible. Il fallait un instrument plus précis. Épaisseur optique, presque 3. Donc, et ce n'est pas du nuage, hein. On fait attention. C'est presque 3. Que s'est-il passé? Alors, il y a eu la tempête Ophélia, qui est une tempête qui nous est venue de l'Atlantique, qui a produit beaucoup de vent au départ au Portugal. Elle a mis le feu, elle a embrasé le Portugal à ce moment-là, donc il y avait beaucoup de feu encore de forêt, beaucoup de fumée. Cette fumée, ces masses d'air en rotation avec cette tempête sont remontées vers nous, vers le nord, et en particulier la façade ouest de la France. Et le nord et l'Angleterre ont été vraiment bien servis. Et dans le même temps, il y avait un flux de sud aussi qui était un petit peu avant ou un petit peu après, je ne sais plus, qui a ramené de la poussière désertique. Et tout ça, ça s'est mélangé. Et on a eu un beau mélange. Alors, on a 20-25 ans de mesure à Lille et on n'a jamais vu 3. Personne n'a jamais vu une épaisseur optique de 3. Dans mon labo et dans d'autres labos qui sont dans le même domaine en France, on dépense de l'argent et on fait des campagnes en Afrique pour aller étudier ces situations. On en avait fait une il y a 3-4 ans, en 2015, on a été au Sénégal et on a eu ça. Mais on n'a pas eu 3, on a eu moins. On dépense des moyens, on déplace nos instruments pour étudier ces phénomènes. Là, ils sont venus tout seuls chez nous. C'était étonnant. Ça donne ça, en épaisseur optique. Donc ça, c'est l'épaisseur optique qu'on voit à Lille en moyenne, hein, celle que je montrais déjà tout à l'heure en rouge. Et puis on est passé à presque 3. Alors je ne dis pas que Calitou ne peut pas. Je vais vous montrer qui peut, mais c'est limite. À Lille, c'est pas possible, parce que le soleil n'est pas assez haut pour avoir beaucoup d'énergie en bas. Quand vous avez beaucoup de particules, il faut que le soleil soit le plus haut possible. À Lille, on est quand même en latitude, on ne peut pas facilement mesurer 3. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous avez ici la courbe la plus compliquée, je pense, à comprendre, enfin, dans le temps court que je vais vous donner. C'est la distribution en taille, c'est la taille, et il y a différents jours. Donc on part de ce qui existait avant tout ça. Hein. Donc on voit un pic, un deuxième, le mode fin, le mode grossier, ils sont vraiment plats. Ils sont plats parce que l'échelle, elle est obligatoirement plus importante à cause de cet événement. Ensuite, le lendemain, on voit que le mode grossier, voilà, je retrouve la chronologie. Le mode grossier, donc les aérosols désertiques sont venus d'abord sur l'île. On voit ce mode grossier qui augmente. Le mode fin, bon, il ne bouge pas. Le mode grossier continue à augmenter. Et le 17, le mode fin, donc les particules de fumée, en fait, sont plutôt des très petites particules, en tout cas loin de leur source. Et on voit ce pic énorme dans la distribution en taille de particules plutôt petites. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait la radiographie, comme le LIDAR sait le faire, de l'atmosphère? Alors, celle-là, c'est assez facile parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois. L'altitude, le temps. Ça se passe le jour, fin du jour, le 16, et la nuit, le 17. C'est pas grave, hein, ça travaille la nuit aussi. Et ça, c'est donc en gros proportionnel à la concentration en particules. Donc, on voit que c'est bien rempli, qu'il y a des couches jusqu'à 7-8 km. C'est pas des nuages, hein, tout ça, c'est pas des nuages. Mais comment on fait, nous, pour identifier tout ça? Parce que si on n'a que ça, on dit « Ah ouais, il y a plein de trucs, mais qu'est-ce que c'est ?» On a d'autres informations avec un LIDAR qui nous permettent de dire si les particules, c'est des sphères bien rondes ou si c'est pas rond. Et ça nous permet de classifier un peu. Et classifier, les particules fines, elles sont plutôt rondes, même si je vous ai montré plein de photos au microscope et il n'y avait rien de rond. Hein. Mais maintenant, tout est relatif. Il y a des choses qui sont moins ronde que d'autres, et la particule d'origine désertique, elle est vraiment pas ronde. Celle-ci, elle est plus petite, elle a une sphéricité qui est plus importante. Donc on arrive à classer, dans ce mélange ici, on arrive à voir qu'on a des couches que j'ai appelées smog, c'est de la fumée,
qui est bien identifié, avec dust, c'est de la poussière. Et puis voilà, on arrive à identifier les parties de l'atmosphère qui sont remplies de particules de fumée ou qui sont remplies de... Enfin, préférentiellement, bien sûr, il y a des endroits où tout ça, ça se mélange. Et ça fait des mélanges intéressants à étudier, mais compliqués à interpréter. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux événements extrêmes vus depuis le sol avec un photomètre. Ouais, parfait. Tu vois, j'arrive à la partie 5. Et la huitième est vraiment fine. Alors, nouveau développement. Merci, merci Daniel. Les nouveaux développements de l'observation au sol. Alors, toujours en liaison avec Aeronet, puisque je suis dans ce réseau et que ce qu'on développe au laboratoire, on essaie de faire en sorte que ça puisse enrichir ce réseau. Le réseau Aeronet sont des stations fixes. La pause café dans 30 minutes. Le réseau Aeronet sont des stations fixes. Hein, on peut les déplacer, mais il faut le réinstaller à chaque fois. Hein, donc c'est un réseau fixe. Néanmoins, il y a une composante d'Aeronet qui est constituée d'un autre instrument manuel qui ressemble à un Calitou, mais qui est bien plus cher, qui s'appelle MAN, comme Maritime Aerosol Network, qui est donc une initiative qu'un de mes collègues de la NASA a eue. Il a acheté ses photomètres manuels américains et il les a donnés à des copains qui étaient océanographes et qui faisaient des longs parcours en bateau. Donc il leur a expliqué comment il fallait faire. Et donc on a commencé à développer des instruments, des mesures sur des plateformes en déplacement, on va dire lent. Hein. Les bateaux, même si parfois ça peut secouer, c'est des déplacements lents parce que c'est quand même des gros bateaux. Alors il y a des nouvelles directions de recherche qui nous intéressent. Bon, toujours la photométrie solaire, on améliore toujours les instruments, etc. La photométrie lunaire, je n'aurai pas le temps d'en parler au moins là, mais si vous voulez en parler après, j'ai pas de problème. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était l'aspect mobilité. Comment maintenant on commence à faire des mesures en déplacement. Et pourquoi il faut faire des mesures en déplacement? Alors j'évoquais les océans juste avant. Quand on voit le réseau, à part le mettre sur Aeronet, à part mettre sur des petites îles, où c'est pas forcément toujours facile, il n'y a pas beaucoup de mesures. Alors les satellites couvrent évidemment, mais même pour valider les observations des satellites en région océanique profonde, enfin lointaine, c'est pas évident. Donc il y avait cette initiative de mettre des photomètres manuels et de demander à des gens, à des collègues ou au capitaine du bateau de faire des mesures quand il avait le temps. Voilà, je vais beaucoup vous parler de ça. Enfin beaucoup. Je voudrais vous parler de ça. Alors la photométrie mobile, elle peut se faire avec Calitou, hein, en vous déplaçant, vous faites attention. Ça marche bien, si je peux dire. En avion, alors en avion, au labo et dans d'autres labos du monde, on a développé une version que je vous présenterai qui s'appelle Plasma, qui est faite pour viser le soleil pendant que l'avion bouge. Alors il ne fait pas des loopings, hein, on est d'accord, il a des trajectoires, des avions de recherche atmosphérique, ça va de manière régulière. Il n'y a pas tant d'instruments de ce type qui existent. Ensuite, sur voiture, nous, on a eu besoin, en fait, d'abord pour tester ces équipements, on s'est dit, tiens, on va prendre une voiture. Puis après, on va dire, on peut carrément utiliser une voiture, ça révèle plein de choses sur la variabilité. Et puis là, on travaille sur les bateaux. Luc est très impliqué sur l'observation sur bateau. Automatique, hein, automatique. Manuel, bien sûr, mais automatique aussi. Donc ça résume un peu ce que je viens de vous dire. Alors, on peut un photomètre sur une voiture. Ça, c'est notre véhicule à Lille, qui est d'ailleurs en Corse en ce moment. Il voyage beaucoup. Hein. La photométrie mobile, elle est mobile où elle sautait. Donc ici, c'est une trajectoire avion, obtenue par un avion donc, au cours de sa boucle. Hein. Ce n'est pas un looping, c'est une montée en spirale. Le photomètre fonctionne et il mesure les épaisseurs optiques que vous pouvez lire ici. Donc, sur l'avion, il est placé, ça dépend de l'avion. Sur un petit avion comme ça, quand on a fait des tests dans la région lilloise, il était sur le côté là. C'était moins cher, faire un trou, demander à un pilote ou à un propriétaire d'avion de faire un trou dans son avion, il ne va pas être d'accord. Donc il y a des portes, il y a
il y a des petites parties amovibles en fait. On avait acheté une porte d'avion en fait. On a racheté un porte à bagages. Voilà. On a racheté un coffre et puis on a fait un trou dedans. Donc quand on voulait voler, ben, on changeait la porte et c'était tranquille. Par contre, selon la position du soleil par rapport à votre trajectoire, vous pouvez être embêté. Donc il y a d'autres avions. Il y a d'autres avions. Il y a d'autres avions où on le met sur le toit. On le met sur le toit. Hein. Les avions de recherche français sont équipés pour pouvoir voler, pour pouvoir mettre cet instrument sur le toit de l'avion. Après, sur les bateaux. Vous avez déjà vu sur un ballon? Parce que dans la fois, Ouais. les profs qui nous demandent un système sur un ballon. Alors sur ballon, C'est un peu le ballon aussi. on n'a pas essayé, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas, quoi. On utilise plutôt l'avion, c'est pour aller là où on a besoin de mesurer. Et souvent, les aérosols sont localisés. Et donc on a plutôt favorisé l'avion, parce qu'on a aussi des moyens avec Safiet, aéronautique. On a des avions disponibles pour faire ces mesures-là, donc on les utilise. Ça nous permet d'aller vraiment là où on a besoin. Et la mesure là, on voit au-dessus de l'océan, c'est une campagne qui a été faite au large de la Namibie avec le Falcon de France. On l'a mis sur le toit. Donc on voit que quand on est à basse altitude, on a plus d'aérosol au-dessus, donc on est en rouge, donc on est à je ne sais plus combien, 0,75. Et puis au fur et à mesure de la progression, de la montée, ben, on va avoir de moins en moins de particules et cette grandeur diminue. Le ballon, c'est pour faire un profil. Voilà, c'est ça. Alors, l'autorisation de vol, il faut que au bon moment. Non, mais les autorisations de vol et tout, c'est un projet ballon qui existe aussi en place au ballon pour l'école. Et donc, c'est des coupés. Ouais. C'est plusieurs fois. En 2010, quand il y a eu ce fameux volcan islandais qui nous a embêtés, Jean-Louis Etienne était venu nous voir à Lille. On lui avait prêté un photomètre manuel qu'on avait à l'époque. Et lui, il avait un copain qui avait une montgolfière et il avait fait un profil. À Jean-Louis Etienne, on lui a aussi prêté un photomètre Ouais. quand il est parti, quand il a survolé le pôle. Il D'accord. avait tellement de problèmes et de galères, et je crois qu'il n'a jamais eu autant De problème. peur, entre guillemets. Ah. Il a fait quelques mesures. Et c'était l'année où le flux atmosphérique a dérivé les particules. D'habitude, il y en a beaucoup sur l'Arctique. Oui. Au mois d'avril. Oui. Là, elle était redescendue dessus. Donc ça, c'est une illustration du réseau, enfin, une partie du réseau Aéronet sur bateau, mais c'est un instrument manuel. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, le collègue ou le marin, tout simplement, qui a accepté cette mission, il fait de son mieux. Et ensuite, c'est reprojeté sur une carte comme ça, et vous avez la variation, la variabilité au cours des trajectoires. Donc on a un certain nombre de bateaux comme ça, c'est sur la base du volontariat, hein, à ma connaissance, que les gens faisaient ça et continuent à faire. Donc ça... c'est le début, mais à un moment, on s'est dit qu'on devait aller plus loin et on devait pouvoir le faire automatiquement. Donc ça, je vais passer vite, c'est le petit robot qu'on a construit qui s'appelle Plasma, qu'on met sur le toit de l'avion ou sur l'aile, enfin où on peut, et qui vise le soleil pendant le mouvement. Le même a été mis sur voiture, sur différents supports mobiles, mais pas sur ballon en effet. Vous voyez ici, vous avez une photo. On ne le voit pas, mais moi je vous dis qu'il est là, il est sur le toit de l'avion français, d'un des avions français de recherche. Et au cours de sa trajectoire, donc il fait des profils, comme tu disais, il fait des profils d'épaisseur optique, desquels, à plusieurs longueurs d'onde, on peut déduire des profils de distribution en taille. Ce que nous, on cherche à connaître. Si on n'a pas un lidar, on a un photomètre. Et un lidar, c'est pas forcément facile. Un photomètre, c'est plus précis dans certaines applications. Ensuite, on a notre MAMS, c'est Mobile Aerosol Measurement System qu'on a créé à Lille. Donc ça, c'est le port de Dunkerque. Et puis bon, on aime bien aller faire des mesures par là. On leur demande rien. On va faire un tour. On fait des profils et puis on regarde. Et puis on a aussi un rayon d'action un peu plus large. Là, il y a eu une conférence qui était organisée à l'OHP, Observatoire de Haute-Provence, avec lequel nous travaillons. Donc on avait été là-bas en voiture, on avait profité pour faire des mesures sur tout le trajet. Donc vous avez ici l'épaisseur optique variable au cours du temps. Donc
C'est pas instantané, hein, c'est sur le temps de parcours. Avec, on voit très bien les zones quand on arrive à proximité de Paris, de Lille, d'autres régions qui sont Lyon, et puis beaucoup plus clair sur la Côte d'Azur, hein, c'est bien. Le paramètre, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, hein. Si je sais, je vais vous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé à Dijon? Alors c'est la colonne d'atmosphère. Donc la colonne d'atmosphère, il y a les émissions locales de Dijon. Je ne pense pas qu'elles soient très intenses, pas plus que. Par contre, il y a aussi ce qui peut être transporté. Et là, en fait, c'était pendant la remontée, et remontée en même temps qu'une masse d'air qui venait du sud, donc, et qui était bien chargée en aérosol saharien. Donc ce que vous voyez ici, là, quand ils sont descendus, parce que j'étais pas dans le coup, quand ils sont descendus, il n'y avait pas du tout ça. Donc c'est vraiment du local, hein, qu'on voit ici, Lille, Paris. Et quand ils sont remontés, ils avaient les poussières d'origine désertique avec eux, dans la masse d'air qui était sondée. Et là, il y en avait un peu plus là que là, et qu'ailleurs. Et on le voit aussi sur le coefficient d'Angstrom. J'aurais dû y penser. Le coefficient d'Angstrom, il est plus petit ici, donc des plus grosses particules que sur Paris où on a de la pollution, sur Lille où on a de la pollution aussi, etc. Donc on arrive à cartographier comme ça. Alors ça peut être intéressant pour les satellites aussi. Le satellite, lui, il a une image instantanée. Et ça peut être intéressant d'aller se mettre sur la trace d'un satellite avec ce genre de véhicule. On peut le faire avec un avion, ça peut coûter plus cher. La voiture, on a trouvé que c'était un bon compromis. Pourquoi il n'y a rien entre Lyon et Dijon? Alors, il peut y avoir des nuages. Brouillard, voilà. Où il pleut, c'est les aléas climatiques, météorologiques. Voilà, ça révèle ce qui se passe au-dessus de notre tête pendant le déplacement. Alors, je vais vous dire que la voiture, c'est pas une voiture électrique, hein, non, parce qu'il n'y a pas d'autonomie. C'est pas une voiture diesel, donc elle émet des particules, mais son impact sur la mesure, il n'existe pas. Il n'a pas d'impact. Hein. Ensuite, on travaille avec la Chine, avec des collègues de Pékin, et on n'a pas été en Chine en voiture. Il y en a qui le font en vélo, je sais. Nous, on n'a pas pensé à le faire en voiture, même si ça m'a tenté, je voulais vous le dire. Non, on a là-bas des collègues qui ont un camion, enfin une grosse voiture, qui est instrumentée pour la mesure in situ. Donc ils aspirent de l'air avec des pompes, et puis ils collectent, et puis ils comptent les particules. Donc ils ont un labo mobile de mesure in situ. Mais ils n'ont rien pour la colonne. Donc nous, on est allé là-bas avec notre petit lidar et notre photomètre. Donc on a installé le photomètre sur la voiture et le lidar aussi. Il y a un autre trou, et puis on fait des trous dans les voitures en fait, et des avions. Faut pas nous prêter une voiture. Hein. Et en fait, on voulait étudier avec eux la variabilité aérosol. Donc on a fait une campagne d'1 mois sur Pékin, donc Pékin même. Et puis on est allé ici beaucoup plus loin que Pékin. Et encore une fois, c'est l'épaisseur optique ici, le coefficient d'Angstrom. Donc on peut montrer, on révèle la variabilité de l'épaisseur optique et du coefficient d'Angstrom, donc de la taille des particules sur cette région hyper urbanisée, industrialisée, tout ce que vous voulez. Excuse-moi, mais juste pour l'orientation par rapport au soleil de ton photomètre quand tu es dans une voiture. Oui. Comment ça fonctionne? Comment tu es sûr que tu es bien orienté par rapport au soleil dans la voiture? Alors, il y a des virages. à plein, ouais. Donc il y a un système qui a été long à mettre au point, mais on a une petite, on a des paramètres, on a une mesure de la navigation, donc le cap, le roulis, le tangage, tout ça. Et avec l'heure, on sait où est le soleil, donc on fait un pointé. On mesure les paramètres de mouvement de l'avion, de la voiture, mais pareil pour le cap. Donc à chaque instant, on sait dans quelle direction la voiture va. On sait donc où est le soleil. Ça, c'est par calcul. Et on dit au moteur, tu tournes. Pour... C'est ça, les petits moteurs, c'est moto. Oui. Oui. Il y a 2 moteurs, azimut et zénith. Il y a 2 moteurs. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc ici, vous voyez l'équipe. Donc j'avais une étudiante en thèse, elle a survécu.
à cette épreuve. Et Luc, il est reparti, il n'est pas resté un mois. On a sur des vélos aussi, Jean-François Oui, commence à équiper des vélos avec des capteurs. avec des compteurs de particules. Des compteurs de particules, tu veux dire? Ouais. Et alors, encore, le profil nous intéressait. Donc ça, c'est une coupe lidar. Le lidar était dans la voiture, donc lui, il tire à la verticale, il marche, il résiste au choc, aux vibrations. Et vous voyez au cours d'un de ces trajets, ici, donc là, il y a un port, un des plus gros ports chinois qui était ici. Donc on est passé tout près. Et donc on voyait très très bien la pollution dans les basses couches, jusqu'à 1 ou 2 km. Et puis on a eu aussi la surprise de détecter une couche d'aérosol vers 3 km. Et cette couche, après analyse, on la voit ici, on a un profil, encore une fois. C'est presque l'épaisseur optique en fonction de l'altitude, si vous voulez. Presque. On voit bien un pic. Et après analyse, en fait, ça vient des déserts qui sont des particules désertiques qui viennent de l'ouest de la Chine, du nord-ouest de la Chine, qui ont été transportés puis qui passaient là. Et puis on les a vus en même temps. Voilà. Et je continue. Donc moi aussi, j'ai mes mesures mobiles avec Calitou sur bateau. Donc j'avais commencé en 2015. J'étais parti en vacances là-bas, quoi. J'avais pris le bateau pour aller en Sardaigne et puis j'avais fait des mesures. À partir du port de Naples, qui est une ville bien polluée aussi, jusqu'à un peu plus loin en mer. Donc malgré les émissions du bateau, parce que c'était des grosses cheminées, comme tous les bateaux, ça émet beaucoup, on a bien observé la décroissance de l'épaisseur optique en fonction de la distance de l'éloignement des sources, en fait, jusqu'à un niveau qui était quand même pas rien. Hein. Vous êtes à 80 km, 100 km, vous avez encore une épaisseur optique de 0,2. Pourquoi? Vous êtes quand même à 100 km. Bon, ça peut être transporté, mais il peut y avoir aussi, en Méditerranée, un transport qui vient du sud et qui vous rapporte de la poussière. Donc il y a plein de possibilités. Alors le plus dur maintenant, le plus dur reste à faire, c'était de mettre ça sur un bateau et que ça marche en automatique. Donc Luc et des collègues, on a eu une première opportunité de travailler avec l'Institut de recherche sur l'atmosphère de Chypre, et qui avait donc une manip qui était prévue départ Méditerranée-Toulon jusqu'à Kuwait City. Je ne sais pas si vous voyez le parcours que ça fait. Et dans cette région-là, donc du bassin arabique, il y a des sources désertiques, il y a des torchères, il y a des sources de, enfin là, il y a des sources. Donc ça les intéressait d'aller là-bas. Ils nous ont proposé une place sur le bateau. Enfin, on n'a pas été, on a installé l'instrument. Et c'était la première fois qu'on avait installé un photomètre Simel automatique sur bateau. Donc là, la navigation, c'était chaud. Luc, il a encore des sueurs. Il se dit encore parce que dans 15 jours, on envoie encore sur un bateau similaire pour une autre campagne. Et on améliore le système à chaque fois, mais à chaque fois, on veut faire plus. Et donc, à chaque fois, on a des nouvelles sueurs. Donc, ça marchait, en fait. Sur l'épaisseur optique, on a montré qu'on pouvait faire la mesure d'épaisseur optique pendant le déplacement. Vous voyez ici la carte d'épaisseur optique. Et on est quand même à des niveaux de 0,5, voire un peu plus, au cours du trajet. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a des endroits où il n'y en a pas? C'est la nuit. Alors, on a la photométrie mobile, de la photométrie lunaire qui commence à marcher, mais sur bateau, c'est quand même encore plus compliqué. Mais il faut être patient, ça finira par marcher. Donc, la Lune, quand elle est présente, c'est possible, mais quand elle n'est pas là, on ne peut pas. Hein. Donc, ça fait que la moitié d'un cycle lunaire. Ça fait 14 jours. Donc, on a des mesures d'épaisseur optique en fonction du temps au cours de ce trajet. Deuxième campagne. Donc, ils ont réussi à mesurer une épaisseur optique tranquillement pendant que le bateau se déplaçait. Tranquillement, c'est un résumé. Hein. Moi, j'étais tranquille, mais lui, il était moins tranquille. Ensuite, on a une autre opportunité avec des Allemands. Les Allemands ont un bateau qui s'appelle le Polarstern, scientifique, qui est super bien. Ils ont des caissons comme ça, où ils mettent plein d'instruments dedans. Et ils mettent des lidars, ils mettent plein de trucs. Et on a une place avec eux. On a installé l'instrument ici. Mais il y a un truc qu'on devait absolument régler, c'était les embruns.
Quand ça arrive sur les optiques, ça salit tout, enfin s'il n'y avait que ça. Ça corrode, etc. Donc on a eu ce problème sur la première campagne. Donc au début ça allait, puis après c'était sale, et donc la calibration elle est un peu changée en quelque sorte, puisque la transmission de l'optique est plus bonne. Et on s'est dit il faut régler le problème. Donc ils ont trouvé une solution. Et du coup maintenant on peut y aller tranquille. Donc là c'était l'Atlantique. Donc c'est pas aussi calme que la Méditerranée, même si la Méditerranée peut être aussi assez dynamique. C'était l'Atlantique depuis le sud du Chili, je crois, jusqu'à Hambourg, ou presque. Donc vous avez la trajectoire du bateau qui est parti du Chili, donc j'ai peut-être pas le début. La couleur, c'est l'épaisseur optique que vous retrouvez ici. Donc l'épaisseur optique qui était plutôt faible au départ, qui commence alors bleu, c'est il n'y a rien, et rouge, c'est il y a beaucoup. Hein. Et le beaucoup qui est rouge, c'est 0,7 en épaisseur optique. Et vous voyez qu'on les retrouve quand on s'approche de la côte ouest de l'Afrique, puisqu'il y a les soulèvements de poussière désertique qui arrivent et que on a saisi, que les instruments ont saisi en passant au large de l'Afrique. Et puis on revient vers l'Europe et voilà, on retrouve des niveaux plus faibles. Donc voilà le profil temporel cette fois, là c'est le profil spatial et le profil temporel de l'épaisseur optique, où on retrouve les fortes valeurs de l'Afrique, les aérosols marins sinon, et paraît-il, d'après mon collègue allemand, un mélange, je ne sais plus trop où, de poussière et de fumée. Voilà, et là on a quand même fait beaucoup mieux. Sur cette deuxième manip, on a un instrument optiquement était aussi propre, on peut dire Luc, hein, il était aussi propre à l'arrivée qu'au départ. C'est donc une preuve que notre système était correct et qu'on peut l'utiliser en le blindant encore de manière plus opérationnelle, en routine, c'est des projets qu'on a, ce genre de choses. Alors la manip qui est en cours, elle n'est pas en live, mais c'est une manip qui se fait en Corse pour étudier les orages. C'est la saison, c'est prévu aujourd'hui peut-être des orages ici, donc dans le sud. Voilà. Donc en Corse, il y a des orages et mes collègues de Toulouse, entre autres, du laboratoire vont dans des avions instrumentés, ils vont aller se jeter dans les orages pour étudier les champs électriques, les propriétés orageuses des nuages d'orage. Et alors quel est le rapport avec nous? Parce qu'ils se sont rendus compte en fait que... Et pourquoi la Corse? Je ne sais pas pourquoi la Corse. Je sais qu'ils m'ont expliqué que, en fait, vous savez, les orages, c'est des charges électriques, et donc il y a des polarités plus-moins. Ils ont observé qu'en Corse, dans cette région, les polarités étaient parfois inversées. Bon, c'est un condensateur, hein, et puis donc plus, moins, moins, plus. Et donc ils ont fait en gros une campagne, pas que pour ça, mais c'était une des questions scientifiques. Pourquoi dans cette région-là, c'est comme ça? Je ne sais pas si on a l'explication aujourd'hui, déjà. Et alors ils se sont dit à un moment, mais oui, mais et les nuages, pour les fabriquer, il faut des aérosols. Donc ça serait bien qu'il y ait une composante de mesure aérosol aussi. Donc on a discuté, puis on a dit, nous on peut aller faire, pendant que vous faites vos vols, etc., avant les orages, parce que s'il y a des nuages et qu'il pleut, on se met dans la voiture et on ferme les vitres. Mais avant, est-ce qu'on peut caractériser l'aérosol avant qu'il y ait l'orage et puis après? Est-ce qu'on peut en déduire des choses qui pourraient les aider à mieux comprendre ce qui se passe? Donc ça justifie notre présence sur cette île. Et donc vous avez une trajectoire de notre système mobile qui est encore en photo ici, qui est représentée avec une échelle de couleur qui est toujours l'épaisseur optique et qu'on n'arrive bien sûr pas à lire. C'est pour vous illustrer une autre application d'un système mobile. Donc là, alors les routes de Corse, ça tourne. Hein. Effectivement, là, la navigation, c'est rude, hein, mais ça marche. Et à des moments, il y a des trous. Voilà, il y a peut-être aussi des arbres ou tout ça. Hein. Il y a des moyens maintenant informatiques de s'en sortir. Alors effectivement, vous voyez, il y a des moments où il y a des nuages, il y a des vols en avion, et, ils essaient de synchroniser. Je pense qu'hier, il y avait un vol, hein, Luc, c'est ça? Ouais, il y avait un vol de prévu, et nous, on est sur le terrain des opérations. De cette campagne qui s'appelle Hexaèdre. Donc, c'est pas nous les pilotes de cette campagne, mais la partie 6. Ah ah.
Ouais, il me reste un petit peu. Oui, Oh. Oui, non, mais c'est bon. Je vais pas déborder. Je vais pas déborder. Donc là, c'est des résultats récents, plus ou moins, de collègues ou de moi, obtenus à partir de Calitou sur 3-4 sites dans le monde. Alors, pour moi, c'est l'été 2018. Il se passe toujours des trucs pendant l'été, c'est incroyable. On ne peut pas être tranquille, on ne peut pas avoir des vacances cool. Et cet été, j'ai trouvé que c'était particulièrement étonnant. Je vous montre après. Et je vais commencer par les conditions, je crois que c'est après, ouais. J'ai les conditions extrêmes. Alors en Bolivie, où j'ai un bon collègue, au Sistan, alors je ne sais pas qui c'est où est le Sistan. Ah, on approche. C'est tout près, ouais. C'est entre l'Afghanistan et le Pakistan. C'est un endroit où le CNRS ne va pas me laisser aller. Voilà. C'est un collègue iranien que je présenterai juste après. Et en Antarctique. Et ah bah si, je commence par la France. Bon, je commence par moi. Bon. Alors le 22 juillet, à Lille. Épaisseur optique 0,44. Entre 0,2 et 0,5. Donc plutôt fort. Paramètre d'angstrom 1,7. Pas bon du tout ça. 1,7, c'est vraiment beaucoup de petites particules. On a un quick look lidar qui nous indique voilà, jusqu'à 3 km, il y a plein de trucs, quoi. C'est donc du transport. Hein. Naturellement, les aérosols qui sont générés à Lille, il n'y a pas de volcan, il n'y a pas de feu de forêt, ça ne va pas monter à 3 km. Hein. Ça va monter jusqu'à 1 ou 2, pas plus. Donc dès que c'est au-dessus, ça vient d'ailleurs. Pas forcément loin, mais ça vient d'ailleurs. Il y a encore des incendies de forêt, c'est encore un coup des Canadiens. C'est malheureux, hein. Alors là, c'est pas spectaculaire, j'ai juste fait un tableau que j'essaie de commenter. Donc, le 22 août à Lille, épaisseur optique. Donc, des lieux différents de France, des régions de France, et puis l'épaisseur optique, et puis le paramètre d'angstrom. Alors, les Hauts-de-France, tout en haut, 0,45 épaisseur optique, c'est par rapport à la moyenne, je le disais juste avant, c'est au-dessus, quoi. C'est un truc pas normal. Déjà. Ensuite, Eure-et-Loire, Chartres, 0,27. Bon, je pensais qu'en Eure-et-Loire, on avait des niveaux plus faibles. Bon, 0,27, c'est un peu fort aussi. J'allais vers parce que c'est moi, hein, j'allais vers la Bretagne. Vous allez voir, je bouge beaucoup. J'allais vers la Bretagne, sud. J'arrive en Bretagne. Moi, j'ai un Calitou dans ma poche. Il est un peu gros pour ma poche, mais ça va quand même. J'arrive en Bretagne, je me dis, c'est là qu'il fallait aller. D'abord, il faisait moins chaud. Et puis, c'était pas trop pollué, j'étais content. Mais le lendemain, 0,33. Je recommence, hein. Je dis 0,33, c'est un peu fort. Eh ben non, 1,45, donc des petites particules en Bretagne, au bord de la mer. Je m'attendais à des aérosols marins, tout ça. Donc je lui dis, c'est pas du local, ça c'est pas possible. On va voir ça au cours de la semaine. Je campais, hein, je dis tout. 0,20, c'est facile hein, de faire une mesure. 0,21, 0,32, au cours de... Après il pleut. Bon. Ça arrive, la Bretagne sud. Il n'y a pas de breton. Il n'y a pas de breton. Mais c'est super la Bretagne. Hein. J'aime beaucoup. Un peu de pluie. Je vais continuer dans la famille. Hein. Je fais le tour de ma famille. En Haute-Vienne, mais rural. Hein. C'est un mot de maison. 0,24. Je lui dis c'est bizarre. Ça ne me paraît pas correct. C'est pas les niveaux que j'attendais. Bon. Je continue, j'allais en Corrèze. Là, au milieu de la Corrèze, propre. Je m'attendais à ces niveaux-là. C'est pas du tout ce que j'avais. Pas du tout. Pas du tout. Et alors ça a décru. J'ai retrouvé des niveaux que j'attendais. Et puis ça remonte un peu. Je quitte la Corrèze, je vais vers la Lozère. Je retrouve des niveaux inattendus. Ça peut arriver hein, en local, mais... J'étais pas non plus à côté d'une usine, hein. J'étais à la campagne. Je ne sais pas s'il y a des grandes usines dans Lozère. Je passe par Alès. Alors, il y a un orage terrible. Je dis ça va nettoyer l'atmosphère. Eh ben non. Alès, le lendemain, 0,4. Donc c'était des trucs en altitude. Vous voyez ce qu'on peut déduire de mesures d'un instrument pas si compliqué.
Et puis je continue vers Nice, puisque je venais par ici. Et là, je trouve des niveaux qui sont un petit peu au-dessus de ce qu'on a d'habitude dans la région. Alors, comment on le sait? Parce qu'il y a un photomètre qui a vécu à Villefranche, qui est encore voilà. Il y a des photomètres sur la région méditerranéenne, donc on peut voir un petit peu par rapport à ce qu'il y a d'habitude en moyenne, et on était encore au-dessus. Et après bon, les vacances s'arrêtent. Je remonte vers le nord, en passant par la Haute-Saône. Là, c'est pareil, c'est très très rural. Je sais à peu près combien il y a dans cette région. En général, il n'y a rien. Et là, j'étais à des 0,24, 0,20, des petites particules toujours. Voilà. À la fin du voyage, j'ai voulu quand même vérifier que mon instrument n'était pas problématique. Donc, j'en prends un autre qui était resté au chaud. Je compare, même chose. Donc, l'instrument est bon. Alors, voilà, après, c'était une simple analyse de quelques mesures prises comme ça, et qui montre que voilà, il s'est passé pendant plusieurs semaines des transports atmosphériques d'aérosols au niveau français, et je pense que c'est assez rare d'en avoir aussi longtemps. Et à des niveaux pareils, donc il y aura certainement des études ou des publics qui vont sortir là-dessus quand on va étudier ce qui sort d'autres réseaux qui alimentent avec beaucoup plus de données. Mais voilà, ça montre ce qu'on peut tirer de ce genre de mesures. Et les trois cas extrêmes que je voulais vous montrer là, c'est l'Antarctique. Calitou est allé version mobile, mais à la main. Il est allé en Antarctique. Alors c'est un collègue que je présenterai juste après, qui est hollandais. Les Hollandais, ça voyage beaucoup aussi. Il en a pris un sur c'est pas son bateau, mais sur un bateau, vous verrez après. Il est parti d'ici le bateau, il est allé jusqu'ici. Et il a fait des mesures sur le trajet avec Calitou. Et le plus drôle de l'histoire, Daniel, c'est que c'est le Hollandais qui est responsable du projet iSpecs. Tu sais, le petit photomètre sur téléphone mobile, sur iPhone. Et il dit, il est super le Calitou. Il a eu un... Ouais, mais c'est compliqué. Ouais, il est très bien, mais dans l'Antarctique, si t'as pas la 3G, Alors Calitou, il n'est pas communicant, pas beaucoup, pas encore peut-être, mais en tout cas, on voit tout de suite ce qu'on a. Donc l'Antarctique, c'est lui, Arnoux, c'est un collègue hollandais qui fait le même travail que moi, à l'Institut Royal de Météo de Hollande. Et il était sur ce bateau. Il s'appelle... le nom n'est pas terrible. Je sais pas, pour l'Europe, on aurait pu trouver mieux qu'une barque, mais... C'est un bateau de ce genre, avec des personnes qui paient leur croisière. Donc lui, c'est son labo qui l'a payé pour... Enfin, qui a payé son billet. Et il a fait des cours, des conférences pendant ce